En septembre 1962, dans une petite commune viticole du Beaujolais, une famille entière s'évanouit dans la nuit. Marcel Fontaine, 42 ans, vigneron respecté. Colette, son épouse de 38 ans. Julien, leur fils de 16 ans. Et Margot, leur fille de 13 ans. 4 personnes. Disparues sans la moindre trace pendant les vendanges, la période la plus cruciale de l'année viticole. Le lendemain matin, les tasses de café refroidissent sur la table de la cuisine. Le pain est à moitié coupé. Les raisins continuent de mûrir dans les vignes, attendant des mains qui ne viendront jamais les cueillir. Les gendarmes fouillent chaque centimètre de la propriété, interrogent tous les habitants du village, mais ne trouvent rien. Aucun corps, aucune trace de lutte, aucune explication. 30 ans plus tard, en octobre 1992, des ouvriers entrent dans l'ancienne cave des Fontaines pour démolir ce qui reste de la propriété abandonnée. Au fond de la cave, presque oubliée derrière des années de poussière et de toiles d'araignée, ils découvrent un grand tonneau de chêne. Un tonneau qui porte une date gravée, septembre 1962. Un tonneau qui n'aurait jamais dû être scellé de cette manière. Un tonneau qui n'aurait jamais dû rester fermé pendant 3 décennies. Lorsqu'ils l'ouvrent enfin, le contenu ne correspond pas du tout à ce qu'un tonneau de vin devrait renfermer. Ce qu'ils découvrent à l'intérieur va faire ressurgir une vérité qui était littéralement restée enterrée dans le temps, et transformer un mystère vieux de 30 ans en l'une des affaires les plus troublantes que la gendarmerie du Rhône ait jamais eu à élucider. Mais comment une famille entière peut-elle disparaître sans laisser la moindre trace? Et surtout, que contenait réellement ce tonneau qui gardait le secret depuis 3 décennies? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Le village de Saint-Laguerre, niché au cœur du Beaujolais, entre Villefranche-sur-Saône et Belleville, comptait à peine 800 habitants au début des années 60. C'était une de ces communes viticoles où tout le monde se connaissait depuis plusieurs générations, où les mêmes familles travaillaient les mêmes terres depuis plus d'un siècle. Les maisons de pierre s'alignaient le long de ruelles étroites qui serpentaient entre les collines couvertes de vignes. L'église du XIIe siècle dominait la place centrale, où se tenait le marché tous les jeudis matins. La famille Fontaine faisait partie de l'histoire même de Saint-Laguerre. Le grand-père de Marcel, Édouard Fontaine, avait acheté les premières parcelles de vignes en 1885. Son fils, Antoine, avait agrandi le domaine et construit la cave en pierre qui deviendrait le cœur de l'exploitation. Marcel avait hérité de cette tradition en 1954, 8 ans avant les événements qui allaient bouleverser le village à jamais. Le domaine des Fontaines s'étendait sur 12 hectares de vignes en pente, orientés plein sud pour capturer chaque rayon de soleil. Les cépages de gamay noir produisaient un Beaujolais réputé dans toute la région. Marcel était connu pour son perfectionnisme. Il refusait d'utiliser les nouveaux engrais chimiques que d'autres vignerons commençaient à adopter. Il insistait pour vendanger à la main, au moment exact où les raisins atteignaient leur maturité optimale, même si cela signifiait parfois travailler jour et nuit pendant 1 semaine entière. Colette Fontaine, née Blanchard, venait d'une famille de commerçants de Villefranche-sur-Saône. Elle avait épousé Marcel en 1946, juste après la fin de la guerre. Contrairement à beaucoup d'épouses de vignerons qui restaient cantonnées aux tâches domestiques, Colette s'était rapidement imposée comme une gestionnaire habile. C'était elle qui tenait les comptes, qui négociait avec les acheteurs, qui décidait quelles bouteilles vendre et lesquelles garder en cave pour le vieillissement. Les autres vignerons du village plaisantaient en disant que Marcel faisait le meilleur vin, mais que c'était Colette qui savait le vendre au meilleur prix. Leur fils Julien, à 16 ans, était déjà un jeune homme robuste, qui avait hérité de la passion de son père pour la vigne. Depuis l'âge de 12 ans, il passait chaque moment libre dans les vignes, apprenant à reconnaître les maladies du raisin rien qu'à l'aspect des feuilles, à sentir quand le sol avait besoin d'eau. Il avait quitté l'école l'année précédente pour se consacrer entièrement au domaine.
Marcel disait souvent qu'en Julien, il voyait non seulement un successeur, mais quelqu'un qui pourrait porter l'exploitation vers de nouveaux sommets. Margot, la cadette de 13 ans, était différente. Elle aimait les livres plus que les vignes, préférait passer ses dimanches à lire sous le grand chêne près de la maison plutôt que d'aider aux travaux. Colette voyait en elle une possibilité d'ascension sociale, rêvait qu'elle pourrait un jour étudier à Lyon, peut-être devenir enseignante ou même médecin. Marcel était moins enthousiaste à cette idée, mais il adorait sa fille et ne lui refusait jamais un nouveau livre quand ils allaient au marché. La vie des fontaines suivait le rythme immuable des saisons viticoles, l'hiver pour la taille, le printemps pour surveiller les nouvelles pousses, l'été pour entretenir et protéger, et septembre, toujours septembre, pour les vendanges. C'était le moment le plus intense, le plus crucial, celui qui déterminait la qualité et la quantité de toute une année de travail. L'été 1962 avait été exceptionnellement favorable. Le soleil généreux, les quelques pluies tombées au bon moment, tout semblait indiquer un millésime remarquable. Marcel l'avait dit à plusieurs reprises en août, cette année pourrait être l'une des meilleures de sa carrière. Il avait même investi dans quelques tonneaux neufs en chêne de l'Allier, une dépense importante qu'il ne s'autorisait que rarement. Les Fontaines n'étaient pas riches, mais ils vivaient confortablement. Leur maison de 2 étages en pierre blonde, attenant à la cave, était modeste, mais bien tenue. Colette avait un potager qui fournissait presque tous leurs légumes. Il gardait quelques poules et un cochon. Marcel possédait une Peugeot 403 de 1957 qu'il utilisait principalement pour ses déplacements professionnels. C'était une vie simple, ancrée dans la terre et les traditions. Les relations des Fontaines avec le reste du village étaient généralement bonnes, bien que Marcel eût la réputation d'être un homme réservé, parfois bourru. Il n'était pas du genre à passer des heures au café du village, à discuter politique ou football. Colette, plus sociable, compensait ce que certains percevaient comme de la froideur chez son mari. Elle participait aux activités de la paroisse, aidait à organiser la fête des vendanges chaque année. Leur plus proche voisin était Henri Valentin, un autre vigneron dont les terres jouxtaient celles des Fontaines. Henri et Marcel avaient grandi ensemble, joué ensemble enfants, travaillé côte à côte pendant des décennies. Leurs femmes étaient amies. C'était Henri qui avait alerté les gendarmes le matin du 20 septembre 1962, quand il était venu chercher Marcel pour discuter d'un problème de pompe d'irrigation, et avait trouvé la maison étrangement silencieuse, la porte déverrouillée, personne pour répondre à ses appels. Le mercredi 18 septembre 1962 avait commencé comme n'importe quelle journée de vendange. Marcel s'était levé avant l'aube, comme toujours. À 5h30, il était déjà dans les vignes avec Julien, inspectant les grappes, vérifiant que les raisins n'avaient pas été endommagés par les oiseaux pendant la nuit. Le ciel était clair, annonçant une journée chaude et sèche, parfaite pour la récolte. Colette avait préparé le petit déjeuner pour 7h, du pain frais qu'elle avait acheté la veille au village, du beurre, de la confiture de prunes de leur jardin, du café au lait. Margot était descendue la dernière, encore endormie, ses cheveux bruns emmêlés. Elle devait aller à l'école à 8h, mais elle avait demandé à ses parents si elle pouvait rester à la maison pour aider aux vendanges. Marcel avait refusé catégoriquement. L'éducation passait avant tout, même pendant cette période intense. À 8h15, Margot était partie pour l'école du village, son cartable sur le dos. C'était la dernière fois que quelqu'un du village l'avait vue vivante. Sa maîtresse, Madame Girard, confirmerait plus tard qu'elle était présente en classe ce matin-là, qu'elle avait semblé normale, peut-être un peu fatiguée à cause du bruit des vendanges qui commençaient tôt chaque matin. Marcel, Julien et 3 vendangeurs saisonniers qu'ils avaient embauchés pour la semaine avaient passé la journée dans les vignes. Robert Charpentier, un homme de 35 ans qui venait chaque année depuis Mâcon pour les vendanges, se souvenait parfaitement de cette journée. Marcel était de bonne humeur, satisfait de la qualité des raisins. Ils avaient récolté environ 400 kilos ce jour-là, remplissant les hottes en osier qui étaient ensuite vidées dans les grandes cuves de la cave. Colette avait passé sa journée entre la maison et la cave,
préparant les repas pour les vendangeurs, surveillant le début de la fermentation dans les cuves où les premiers raisins de la semaine commençaient déjà leur transformation en vin. Elle avait aussi reçu la visite d'Élise Garnier, une acheteuse de vin de Lyon, qui venait régulièrement au domaine. Élise témoignerait plus tard que Colette semblait parfaitement normale ce jour-là, qu'elles avaient discuté affaires pendant 1 heure, que Colette lui avait montré les vins de l'année précédente et avait paru enthousiaste à propos du millésime en cours. À midi, toute la famille s'était retrouvée pour le déjeuner. Les vendangeurs mangeaient dehors, sous le grand chêne, mais les Fontaine prenaient toujours leur repas dans la cuisine. Robert Charpentier se rappelait avoir entendu des voix venant de la maison, des conversations normales, rien qui suggérait un quelconque problème. L'après-midi s'était poursuivi comme le matin. Margot était rentrée de l'école vers 16h30. Plusieurs personnes l'avaient vue marcher le long de la route qui menait à la propriété. Jeanne Mercier, une voisine qui habitait à 300 mètres, l'avait même saluée. Margot lui avait rendu son salut, avait souri. Rien d'inhabituel. Le travail dans les vignes s'était terminé vers 19h, quand la lumière avait commencé à baisser. Les vendangeurs saisonniers étaient partis, satisfaits de leur journée. Robert Charpentier avait vu Marcel et Julien entrer dans la cave avec les dernières hottes de raisin. Il leur avait dit à demain, avait entendu Marcel répondre quelque chose qu'il n'avait pas bien compris. C'était la dernière fois qu'il voyait les Fontaine. Ce qui s'était passé ensuite restait un mystère complet. Henri Valentin, leur voisin, affirmerait qu'il avait vu de la lumière dans la maison des Fontaine jusqu'à environ 22h. Il n'avait rien remarqué d'anormal, aucun bruit suspect, aucune voiture étrangère. La Peugeot des Fontaine était garée à sa place habituelle, près de la maison. Le lendemain matin, 19 septembre, Henri s'était levé à 6h comme d'habitude. En préparant son café, il avait regardé par la fenêtre vers la propriété des Fontaine. Aucune lumière, aucun signe d'activité. C'était étrange. Marcel était toujours le premier debout pendant les vendanges. À 7h, Henri avait commencé à s'inquiéter sérieusement. À 7h30, il avait traversé le chemin qui séparait leurs 2 propriétés et avait frappé à la porte des Fontaine. Personne n'avait répondu. Il avait essayé la poignée. La porte n'était pas verrouillée. Henri était entré en appelant. La maison était silencieuse. Dans la cuisine, la table était encore mise pour le petit déjeuner. Des tasses, des assiettes, du pain à moitié coupé. Mais pas de Fontaine. Henri avait monté à l'étage, appelant toujours. Les chambres étaient vides. Les lits semblaient avoir été occupés pendant la nuit, mais personne n'y était maintenant. Henri était sorti, avait couru vers la cave. Peut-être Marcel était-il déjà au travail. Mais la cave était vide aussi. Les cuves de fermentation bouillonnaient doucement, mais personne ne les surveillait. C'était impensable. Marcel ne laissait jamais la fermentation sans surveillance pendant les vendanges. À 8h15, Henri avait téléphoné à la gendarmerie de Villefranche-sur-Saône depuis le café du village. Le brigadier-chef Yves Mercier et 2 gendarmes étaient arrivés à 9h. Ce qu'ils avaient trouvé les avait profondément déconcertés. La maison ne montrait aucun signe de lutte ou d'effraction. Rien n'avait été volé. Les bijoux de Colette, modestes mais de valeur sentimentale, étaient dans leur boîte sur la commode de la chambre. L'argent liquide que Marcel gardait dans un tiroir du bureau, environ 2000 francs, était intact. Les vêtements de toute la famille étaient dans les armoires. Les brosses à dents dans la salle de bain. La Peugeot dans le garage. Les clés accrochées au tableau près de la porte d'entrée. Dans la cave, tout semblait normal. Les cuves étaient pleines de mou en fermentation. Les outils de Marcel étaient rangés à leur place habituelle. Les tonneaux vides attendaient d'être remplis une fois la fermentation terminée. Les gendarmes avaient fouillé chaque recoin, chaque espace de stockage. Ils n'avaient rien trouvé d'anormal. L'après-midi du 19 septembre, d'autres gendarmes étaient arrivés. Ils avaient commencé à interroger systématiquement tous les habitants du village. Quelqu'un avait-il vu quelque chose, entendu quelque chose? Les Fontaine avaient-ils mentionné un voyage, un projet de partir? Personne n'avait rien remarqué d'inhabituel. Personne ne comprenait ce qui avait pu se passer.
Le 20 septembre au matin, la gendarmerie avait lancé une recherche de grande envergure. Des dizaines de gendarmes et de volontaires avaient ratissé les vignes, les bois environnants, les chemins. Ils avaient dragué le petit ruisseau qui coulait à 1 kilomètre de la propriété. Des chiens pisteurs avaient été amenés. Ils avaient bien suivi une piste depuis la maison jusqu'à la cave, puis la piste s'était arrêtée là, comme si les fontaines s'étaient évaporées dans l'air. Les jours suivants avaient apporté plus de questions que de réponses. L'inspecteur Yves Mercier, chargé de l'enquête, était un homme méthodique avec 20 ans d'expérience. Il avait vu beaucoup de choses, mais jamais une disparition comme celle-ci. Pas de corps, pas de sang, pas de lettres, pas de témoins. 4 personnes qui semblaient avoir simplement cessé d'exister entre 22 heures le 18 septembre et 6 heures le 19 septembre. Les semaines qui suivirent la disparition des Fontaines transformèrent Saint-Lagueur en un village hanté par l'incompréhension et la peur. Comment était-il possible qu'une famille entière disparaisse sans laisser la moindre trace? Cette question revenait dans chaque conversation, dans chaque regard échangé entre voisins qui se connaissaient depuis toujours mais qui, soudainement, se regardaient avec une méfiance nouvelle. Les vendanges 1962 dans le domaine des Fontaines ne furent jamais terminées. Les raisins restés dans les vignes pourrirent sur pied. Henri Valentin et quelques autres vignerons proposèrent de s'occuper de la récolte, mais l'inspecteur Mercier refusa catégoriquement. La propriété était une scène de crime potentiel, même si aucun crime n'avait pu être établi. Les gendarmes y retournaient régulièrement, espérant trouver un indice qu'ils auraient manqué lors des premières fouilles. Le mou qui fermentait dans les cuves continua sa transformation en vin sans surveillance. Un processus qui normalement nécessitait l'attention constante du vigneron. Après 3 semaines, quand il devint évident que les Fontaines ne reviendraient pas pour s'en occuper, les gendarmes permirent à Henri Valentin de vider les cuves pour éviter que tout ne soit perdu. Henri raconta plus tard que c'était l'une des choses les plus difficiles qu'il ait jamais eu à faire, manipuler le dernier vin que Marcel avait commencé à faire, sachant qu'il ne reviendrait probablement jamais le terminer. L'enquête de la gendarmerie se heurta rapidement à un mur de silence et d'absence de preuves. L'inspecteur Mercier et son équipe explorèrent toutes les hypothèses possibles. Enlèvement? Mais pourquoi toute une famille? Et surtout, où était la demande de rançon? Fuite volontaire? Mais pourquoi laisser tout derrière, y compris l'argent et les papiers d'identité? Accident? Mais où étaient les corps? Meurtre? Mais encore une fois, aucun corps, aucune trace de violence, aucun mobile apparent. Les finances des Fontaines furent scrutées minutieusement. Colette tenait des livres de comptes impeccables. Le domaine était rentable, pas de dette importante hormis un prêt pour l'achat de nouveaux tonneaux, facilement gérables avec les revenus annuels. Aucune trace de jeu, d'alcoolisme, de dépenses suspectes. Marcel n'avait pas d'ennemis connus. Personne ne leur devait d'argent, ils ne devaient d'argent à personne, hormis ce prêt au montant modeste et régulièrement remboursé. Les gendarmes interrogèrent les vendangeurs saisonniers à plusieurs reprises. Robert Charpentier fut particulièrement questionné, étant le dernier à avoir vu Marcel et Julien vivants. Son alibi était solide. Après avoir quitté le domaine des Fontaines vers 19 heures, il était allé directement dans une ferme à 5 kilomètres où il logeait avec d'autres ouvriers saisonniers. Le fermier et 4 autres personnes confirmèrent sa présence toute la soirée et toute la nuit. Élise Garnier, l'acheteuse de vin de Lyon, fut également interrogée. Elle avait quitté le domaine vers 15 heures le 18 septembre. Elle était rentrée directement à Lyon, où son mari confirma son arrivée vers 17h30. Elle n'avait rien remarqué d'inhabituel lors de sa visite. Colette lui avait paru de bonne humeur, optimiste quant aux affaires. Un détail intrigua particulièrement l'inspecteur Mercier. Dans le bureau de Marcel, il trouva un carnet où le vigneron notait ses observations sur chaque millésime. La dernière entrée datait du 17 septembre, la veille de la disparition. Marcel y décrivait la qualité exceptionnelle des raisins, mentionnait qu'il prévoyait de garder une partie du vin de cette année dans des tonneaux neufs pour un vieillissement prolongé. Il écrivait « Ce millésime mérite un traitement spécial, les meilleurs tonneaux pour les meilleures grappes ».
Rien dans ces notes ne suggérait un quelconque problème ou préoccupation. Les mois passèrent. L'automne céda la place à l'hiver. Les vignes des Fontaines restèrent à l'abandon. Au printemps 1963, quand les autres vignerons commencèrent la taille et l'entretien de leurs vignes, celles des Fontaines continuèrent de se transformer en friches. C'était un spectacle déchirant pour les autres vignerons du village. Voir ces parcelles qui avaient été si méticuleusement entretenues pendant des générations retourner lentement à l'état sauvage. La question de la succession se posa. Les parents de Marcel, tous deux décédés, n'avaient pas d'autres enfants. Colette avait une sœur à Clermont-Ferrand, mais les relations entre les deux sœurs avaient toujours été distantes. Cette sœur, Simone Blanchard, vint à Saint-Laguerre en avril 1963 pour essayer de comprendre ce qui était arrivé à sa sœur. Elle passa une semaine au village, parla à tous ceux qui avaient connu les Fontaines, mais repartit sans plus de réponse qu'en arrivant. L'inspecteur Mercier ne lâcha jamais l'affaire. Même après qu'elle fut officiellement classée comme disparition inexpliquée en décembre 1963, il continua à y penser, à chercher ce qu'il avait pu manquer. Il retourna plusieurs fois dans la propriété abandonnée, seul, marchant dans les vignes, envahi par les mauvaises herbes, entrant dans la cave où des tonneaux vides prenaient la poussière, essayant de comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là. Pour Henri Valentin, la disparition de son ami d'enfance fut un traumatisme dont il ne se remit jamais complètement. Sa femme raconta plus tard qu'il faisait des cauchemars, qu'il se réveillait en sursaut en croyant entendre Marcel l'appeler. Pendant des années, chaque fois qu'une voiture inconnue apparaissait dans le village, Henri espérait voir Marcel en descendre, avec une explication rationnelle pour tout ce mystère. Mais cette voiture n'arriva jamais. Les théories circulaient dans le village et au-delà. Certains parlèrent d'une secte qui aurait enlevé la famille. D'autres évoquaient un règlement de compte lié à la résistance pendant la guerre, des vieux ennemis qui se seraient vengés. Il y eut même des rumeurs selon lesquelles Marcel aurait eu une double vie, des dettes de jeu cachées, et qu'il aurait fui avec sa famille pour échapper à des créanciers dangereux. Mais aucune de ces théories ne résistait à l'examen des faits. Pas de preuves, pas de témoins. Rien qui explique comment 4 personnes pouvaient disparaître sans laisser de traces. En 1968, 5 ans après la disparition, un juge déclara officiellement les Fontaines disparues présumées décédées. La propriété fut mise en vente par l'État. Personne du village ne voulait l'acheter. Il y avait quelque chose de morbide dans l'idée de vivre dans la maison d'une famille disparue, de travailler dans leurs vignes. Finalement, en 1970, un promoteur immobilier de Lyon acheta le tout à bas prix, avec l'intention de lotir les terres. Mais les projets du promoteur ne se concrétisèrent jamais vraiment. La récession économique du milieu des années 70, combinée aux difficultés à obtenir les permis nécessaires, fit que la propriété resta largement abandonnée. Le promoteur fit quelques travaux sommaires sur la maison principale, suffisamment pour la rendre louable, et trouva quelques locataires successifs. Mais personne ne resta longtemps. Ce n'était pas à cause de phénomènes paranormaux ou de fantômes, comme certains le murmuraient au village. C'était simplement que la maison était mal entretenue, isolée, et que l'histoire qui lui était attachée mettait mal à l'aise. La cave, elle, resta totalement abandonnée. Trop coûteux à rénover, trop spécialisée pour être convertie en autre chose, elle fut simplement fermée et oubliée. Les tonneaux restèrent à l'intérieur, inutilisés, prenant la poussière. Les cuves de fermentation se couvrirent de moisissures. L'équipement de vinification rouilla lentement. C'était comme si le temps s'était arrêté le 18 septembre 1962 et que la cave attendait que ses propriétaires reviennent terminer leur travail. Les années 80 virent un changement dans la viticulture du Beaujolais. Les méthodes se modernisèrent. Les jeunes vignerons adoptèrent de nouvelles techniques. L'ancienne génération, celle qui avait connu Marcel Fontaine, commença à prendre sa retraite ou à décéder. Pour les nouveaux arrivants dans le village, l'histoire des Fontaines n'était plus qu'une vieille légende locale.
quelque chose dont on parlait parfois au café, mais qui n'avait plus la charge émotionnelle qu'elle avait eue pour ceux qui avaient vraiment connu la famille. Henri Valentin décéda en 1988, emportant avec lui ses souvenirs de Marcel et de cette terrible matinée où il avait découvert la maison vide. L'inspecteur Mercier, retraité depuis 1982, vivait à Lyon avec sa femme. Le dossier des Fontaines restait dans son bureau à domicile, ses centaines de pages d'interrogatoires, de rapports, de photos. Il le relisait parfois, cherchant encore, après tant d'années, ce qu'il avait pu manquer. En 1992, 30 ans presque jour pour jour après la disparition, le promoteur immobilier qui possédait la propriété décida finalement d'agir. Le marché immobilier s'était amélioré. Il avait trouvé un acheteur intéressé par la maison et les terres, à condition que tout soit mis aux normes. Cela incluait la démolition de la vieille cave, devenue dangereuse avec le temps, et la construction d'une nouvelle structure moderne à sa place. C'est ainsi qu'en octobre 1992, une équipe d'ouvriers du bâtiment arriva à Saint-Laguerre pour commencer les travaux de démolition de la cave des Fontaines. Aucun d'entre eux ne connaissait l'histoire de la famille disparue. Pour eux, ce n'était qu'un autre chantier, une vieille cave abandonnée à démolir pour faire place au neuf. Ils ne pouvaient pas savoir qu'en entrant dans ce bâtiment oublié, ils allaient déclencher la résolution d'un mystère vieux de 3 décennies. Le lundi 12 octobre 1992, une matinée fraîche d'automne avec un ciel bas et gris typique de la saison, l'équipe de démolition composée de 6 hommes arriva sur le chantier vers 8 heures. Le contremaître, André Lefebvre, un homme de 52 ans avec 30 ans d'expérience dans le bâtiment, examina la cave avec un œil professionnel. La structure en pierre était solide malgré les décennies d'abandon, mais l'intérieur était dans un état déplorable. Des années d'humidité avaient fait leur œuvre, créant des plaques de moisissure sur les murs, des champignons qui poussaient dans les coins sombres. L'équipe commença méthodiquement, comme pour toute démolition. D'abord vider l'espace de tout ce qui pourrait être récupéré ou devait être éliminé séparément. Les vieilles cuves de fermentation en bois devaient être démontées et évacuées. Les tonneaux vides, alignés le long des murs, devaient être sortis. L'équipement métallique rouillé devait être séparé pour la ferraille. Vers 10h30, 2 ouvriers, Jacques Petit et Didier Arnaud, travaillaient dans le fond de la cave, la partie la plus sombre et la plus humide. C'est là qu'ils découvrirent un grand tonneau de chêne qui n'était pas aligné avec les autres. Il était poussé dans un recoin, presque caché derrière une vieille étagère métallique qui s'était effondrée partiellement. Ce qui attira immédiatement leur attention, c'est que ce tonneau était différent des autres. Tous les autres tonneaux de la cave étaient vides, leurs bouchons de bois retirés depuis longtemps, l'intérieur visible quand on regardait par l'ouverture. Mais celui-ci était fermé. Pas simplement fermé avec un bouchon ordinaire, mais scellé. Quelqu'un avait cloué une planche de bois épaisse sur l'ouverture, puis avait appliqué ce qui ressemblait à de la cire sur les bords pour assurer l'étanchéité complète. Jacques appela André Lefebvre. Le contremaître examina le tonneau avec curiosité. Sur le côté, gravé dans le bois avec ce qui avait dû être un couteau ou un clou, on pouvait lire une date, septembre 1962, et en dessous, grossièrement tracé, MF. « C'est étrange, » dit André. « Pourquoi sceller un tonneau comme ça et le laisser ici pendant 30 ans ?» Les ouvriers spéculèrent. Peut-être contenait-il un vin rare que l'ancien propriétaire avait voulu préserver. Peut-être était-ce une sorte de capsule temporelle. Ou peut-être était-il simplement rempli de vinaigre que personne n'avait pris la peine de vider. André décida qu'il devait l'ouvrir pour savoir ce qu'il contenait avant de l'évacuer. Si c'était du liquide, il faudrait le vider d'abord. Ouvrir le tonneau s'avéra plus difficile que prévu. La cire avait durci au fil des décennies, formant un joint presque étanche. Les clous qui maintenaient la planche de fermeture avaient rouillé et se brisaient quand on essayait de les arracher. Il fallut à Jacques et Didier presque 45 minutes de travail avec des pieds de biche et des marteaux pour finalement réussir à retirer la planche. Quand la planche céda enfin, une odeur s'échappa du tonneau. Ce n'était pas l'odeur vineuse à laquelle ils s'attendaient.
C'était quelque chose de bien plus désagréable, une odeur de décomposition âcre et écœurante, même après 3 décennies. André se pencha prudemment pour regarder à l'intérieur. Ce qu'il vit le fit reculer immédiatement, le visage blême. Dans le fond du tonneau, partiellement préservé par le vin qui les avait recouverts pendant toutes ces années, il y avait des restes humains, des os, des lambeaux de tissu, et quelque chose qui ressemblait horriblement à un crâne humain. « Personne ne touche à rien, dit André d'une voix tremblante. On appelle la police, maintenant. » À 11h45, une voiture de la gendarmerie arriva de Villefranche-sur-Saône. Le capitaine Laurent Dumas, 42 ans, commandant la brigade territoriale, descendit du véhicule avec 2 gendarmes. André Lefebvre l'attendait dehors, visiblement secoué. L'équipe de démolition avait été évacuée de la cave et attendait à distance. Laurent Dumas entra dans la cave avec précaution, une torche à la main. André lui montra le tonneau ouvert. Le capitaine s'approcha, braqua sa torche à l'intérieur. Ce qu'il vit confirma le pire. Il y avait définitivement des restes humains dans ce tonneau. Mais ce n'était pas tout. En regardant plus attentivement, en faisant jouer la lumière sous différents angles, il compta ce qui semblait être plusieurs crânes. Pas un, plusieurs. Laurent Dumas avait 20 ans d'expérience dans la gendarmerie. Il avait vu des accidents de voitures horribles, des crimes violents, des découvertes macabres. Mais ceci était différent. Quelqu'un avait mis des corps humains dans un tonneau de vin, l'avait scellé et l'avait laissé là pendant des décennies. Ce n'était pas un accident, c'était un acte délibéré. Le capitaine sortit de la cave et appela immédiatement ses supérieurs à Lyon. Dans l'heure qui suivit, la cave fut transformée en scène de crime. Un périmètre de sécurité fut établi. Une équipe de la police scientifique fut dépêchée depuis Lyon. Le procureur de la République de Villefranche-sur-Saône fut informé. La nouvelle commença à circuler dans Saint-Laguerre. On avait trouvé des corps dans l'ancienne cave des Fontaines. Pour ceux du village qui étaient assez âgés pour se souvenir de la disparition de 1962, la nouvelle fut comme un coup de tonnerre. Après 30 ans de mystère, de questions sans réponse, d'hypothèses qui ne menaient nulle part, il y avait enfin quelque chose de concret. Des corps, dans la cave même où Marcel Fontaine avait travaillé. Dans un tonneau qui portait la date du mois de leur disparition, l'équipe de la police scientifique arriva en début d'après-midi. Le travail d'extraction et d'examen des restes devait être fait avec une extrême précaution. Le tonneau fut photographié sous tous les angles. Des échantillons du liquide résiduel au fond furent prélevés. Puis avec des gestes délicats et méthodiques, les experts commencèrent à retirer les restes humains. Il devint rapidement évident qu'il y avait 4 corps dans le tonneau, 4 squelettes presque complets, les os décolorés par le vin et le temps, mais remarquablement préservés compte tenu des circonstances. Des lambeaux de vêtements adhéraient encore à certains os, des boutons, des fragments de chaussures, et quelque chose qui fit s'arrêter net le médecin légiste présent sur place, un petit bracelet en argent, corrodé mais encore identifiable, portant une gravure « Margot ». Le docteur Philippe Renard, médecin légiste avec 25 ans d'expérience, examina les restes sur place avant qu'ils ne soient transportés à Lyon pour une analyse complète. Son évaluation préliminaire fut stupéfiante mais sans équivoque. 4 corps, 2 adultes, probablement un homme et une femme au vu des structures osseuses. 2 adolescents, un garçon et une fille. Les âges correspondaient. La taille des squelettes correspondait, et ce bracelet avec le nom Margot ne laissait que peu de doute. Les restes trouvés dans ce tonneau scellé depuis 30 ans étaient ceux de la famille Fontaine, Marcel, Colette, Julien et Margot. La famille qui avait disparu sans laisser de traces en septembre 1962. Ils avaient été là tout ce temps, à quelques mètres de l'endroit où les gendarmes avaient cherché désespérément en 1962, dans un tonneau que personne n'avait pensé à ouvrir. Cette découverte transformait complètement la nature de l'affaire. Ce n'était plus une disparition mystérieuse, c'était un quadruple meurtre. La nouvelle de la découverte des corps dans le tonneau se répandit comme une traînée de poudre, d'abord à Saint-Laguerre, puis dans toute la région du Beaujolais et finalement dans les médias nationaux. Le mystère de la famille Fontaine
que beaucoup avaient oublié ou ne connaissaient que vaguement, redevint soudainement l'histoire la plus fascinante et la plus macabre de France. Les journalistes affluèrent dans le petit village, harcelant les habitants pour obtenir des témoignages, des photos, n'importe quel détail sur cette famille disparue 30 ans auparavant. Le capitaine Laurent Dumas se retrouva à la tête d'une enquête qui s'annonçait extraordinairement complexe. Il ne s'agissait pas seulement d'élucider un crime vieux de 3 décennies, mais de le faire avec des preuves qui avaient été compromises par le temps, des témoins dont les souvenirs s'étaient estompés ou qui étaient décédés, et une scène de crime qui avait été contaminée et modifiée pendant des années. Les analyses médico-légales effectuées à Lyon confirmèrent l'identité des victimes. Les tests ADN, une technologie qui n'existait pas en 1962, mais qui était maintenant disponible, furent effectués en comparant l'ADN des restes avec celui de Simone Blanchard, la sœur de Colette, qui vivait toujours à Clermont-Ferrand. Les résultats furent sans équivoque. Les 4 corps étaient bien ceux de Marcel, Colette, Julien et Margot Fontaine. Le docteur Renard put également déterminer certains éléments cruciaux sur les circonstances de leur mort. Les 4 victimes présentaient des traumatismes crâniens importants, des fractures nettes à l'arrière du crâne, compatibles avec des coups portés par un objet contondant lourd. La mort avait probablement été rapide pour chacun d'entre eux. Il n'y avait aucune trace de blessure défensive sur les autres os, ce qui suggérait qu'ils avaient été tués par surprise, probablement l'un après l'autre, sans avoir le temps de se défendre ou de fuir. L'analyse des vêtements encore accrochés au squelette révéla qu'ils portaient les mêmes habits que ceux décrits par les témoins le 18 septembre 1962. Marcel était en pantalon de travail et chemise à carreaux, Colette en robe de maison simple, Julien en pantalon et maillot de corps, Margot en jupe d'école et chemisier. Ils avaient été tués le soir même de leur disparition, puis leurs corps avaient été placés dans ce tonneau. Le capitaine Dumas exhuma les vieux dossiers de l'enquête de 1962. Il passa des jours à lire les rapports de l'inspecteur Mercier, les interrogatoires, les notes d'observation. Mercier, maintenant âgé de 72 ans et retraité à Lyon, fut contacté. Quand il apprit la découverte, il pleura. Pendant 30 ans, il avait porté le poids de cette affaire non résolue. Pendant 30 ans, il s'était demandé ce qu'il avait raté. Maintenant, il savait. Les Fontaine n'avaient jamais quitté leur propriété. Ils étaient restés là, dans la cave, tout ce temps. Yves Mercier accepta de rencontrer Laurent Dumas et de partager ses souvenirs de l'enquête originale. La rencontre eut lieu dans le bureau de Dumas à Villefranche-sur-Saône, un mercredi après-midi du mois d'octobre. Mercier apporta ses propres notes personnelles, des cahiers qu'il avait gardés pendant toutes ces années. « Nous avons fouillé la cave », dit Mercier, sa voix encore ferme malgré l'émotion. « Nous l'avons fouillé plusieurs fois, mais tous les tonneaux que nous avons vérifiés étaient vides, ouverts. Comment aurions-nous pu savoir qu'il y en avait un de scellé, caché derrière une étagère dans le coin le plus sombre? C'était une bonne question. La cave, en 1962, était encombrée d'équipements, de tonneaux, de cuves. Dans la semi-obscurité, un tonneau qui ressemblait aux autres, poussé dans un coin, n'aurait pas particulièrement attiré l'attention. Les gendarmes cherchèrent des corps, des traces de lutte, du sang, pas un tonneau qui aurait pu contenir du vin en cours de vieillissement. Laurent Dumas commença à reconstruire méthodiquement ce qui s'était passé le soir du 18 septembre 1962. Les Fontaine avaient été tués dans leur maison ou dans la cave. Leurs corps avaient ensuite été placés dans un grand tonneau. Le meurtrier avait rempli le tonneau de vin pour recouvrir les corps, puis l'avait scellé hermétiquement. Il avait ensuite caché le tonneau dans le coin le plus reculé de la cave, derrière d'autres équipements. Mais qui? Et surtout, pourquoi? Quelle raison pouvait justifier le meurtre brutal de toute une famille, incluant 2 adolescents? La première personne que Dumas voulut interroger était Henri Valentin, mais Henri était décédé 4 ans auparavant. Sa veuve, Marthe Valentin, maintenant âgée de 76 ans, accepta de parler avec le capitaine. Elle vivait toujours dans la même maison, à côté de l'ancienne propriété des Fontaine. Marthe se souvenait bien de cette période terrible.
Son mari n'avait jamais vraiment surmonté la disparition de Marcel. Ils avaient été comme des frères, mais quand Dumas lui demanda si Henri aurait pu avoir un motif pour tuer les Fontaine, Marthe fut catégorique. Impossible. Henri adorait Marcel et sa famille. De plus, l'alibi d'Henri était solide. Des témoins l'avaient vu chez lui toute la soirée et toute la nuit du 18 septembre. Robert Charpentier, le vendangeur saisonnier qui avait été le dernier à voir Marcel et Julien vivants, fut retrouvé à Mâcon, où il vivait toujours. À 65 ans, il travaillait encore occasionnellement dans les vignes. Quand la gendarmerie vint le chercher pour l'interroger, il fut d'abord effrayé, puis soulagé de pouvoir enfin parler de cette période qui l'avait hanté pendant des années. Robert raconta à nouveau, pour la énième fois mais maintenant avec 30 ans de recul, ce qu'il avait vu ce jour-là. Oui, il était parti vers 19 heures. Oui, Marcel et Julien étaient vivants et en bonne santé quand il était parti. Non, il n'avait rien remarqué d'inhabituel. Les gendarmes vérifièrent à nouveau son alibi de l'époque. Comme en 1962, il était solide. Il était resté à la ferme où il logeait toute la soirée, avec de nombreux témoins. Élise Garnier, l'acheteuse de vin de Lyon, fut également contactée. Maintenant âgée de 68 ans et retraitée depuis plusieurs années, elle se souvenait encore de sa visite chez les Fontaine ce jour-là. Elle avait discuté affaires avec Colette, goûté les vins de l'année précédente, trouvé Colette professionnelle et agréable comme toujours. Elle était partie en milieu d'après-midi. Elle n'avait rien vu qui puisse suggérer un danger imminent. Mais c'est lors de l'interrogatoire d'une ancienne voisine, Jeanne Mercier, que Laurent Dumas entendit quelque chose qui attira son attention. Jeanne, maintenant âgée de 79 ans et vivant dans une maison de retraite près de Lyon, avait été interrogée en 1962. Elle avait dit alors avoir vu Margot rentrer de l'école vers 16h30. Mais maintenant, avec le temps et la perspective de 3 décennies, et peut-être aussi parce qu'elle sentait qu'elle n'avait plus rien à perdre, Jeanne mentionna quelque chose qu'elle n'avait jamais dit auparavant. Ce soir-là, le 18 septembre, vers 21h, elle était sortie pour fermer ses volets. Elle avait vu une silhouette marcher rapidement du côté de la propriété des Fontaine vers la route. Elle n'avait pas pu distinguer qui c'était dans l'obscurité, mais elle se souvenait avoir trouvé cela un peu étrange. Les Fontaine ne recevaient généralement pas de visiteurs aussi tard le soir, pendant les vendanges. « Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela en 1962 ?» demanda Dumas. Jeanne baissa les yeux. « J'avais peur, dit-elle. Si cette personne avait quelque chose à voir avec la disparition, et si elle apprenait que je l'avais vue, je suis désolé, j'aurais dû parler, mais j'avais peur. Cette information, aussi vague soit-elle, suggérait qu'une personne non identifiée était présente sur la propriété des Fontaine le soir de leur mort. Quelqu'un qui connaissait probablement la famille assez bien pour venir les voir sans rendez-vous. Quelqu'un qui savait où trouver un tonneau, comment le sceller ou le cacher. Laurent Dumas retourna dans l'ancienne cave des Fontaine, maintenant officiellement fermée comme scène de crime historique. Il marcha dans l'espace, essayant d'imaginer comment quelqu'un aurait pu commettre ce crime. Tuer 4 personnes, transporter leurs corps jusqu'à la cave, les placer dans un tonneau, remplir le tonneau de vin, le sceller, cacher le tonneau. Tout cela en une seule nuit, sans laisser de traces visibles, sans être vu ou entendu par les voisins. Cela nécessitait une connaissance intime des lieux. Cela nécessitait également une force physique considérable et un sang-froid extraordinaire. Ce n'était pas un crime spontané commis dans le feu de l'action. C'était un meurtre planifié et exécuté méthodiquement. Le capitaine examina à nouveau tous les éléments du dossier. Les finances des Fontaine, leurs relations sociales, leurs transactions commerciales. Il y avait quelque chose qui lui manquait, quelque chose que Mercier avait peut-être manqué aussi en 1962, simplement parce qu'il ne savait pas quoi chercher. C'est en relisant les carnets personnels de Marcel Fontaine, ces notes minutieuses qu'il prenait sur chaque millésime, que Dumas remarqua quelque chose. Dans les semaines précédant sa mort, Marcel avait fait plusieurs mentions d'un problème à régler et d'une décision difficile à prendre.
Il n'avait jamais précisé de quoi il s'agissait, mais le ton de ses notes suggérait une préoccupation grandissante. Et puis, dans le cahier de compte tenu par Colette, Dumas trouva une anomalie. En août 1962, 3 semaines avant la disparition, il y avait une grande sortie d'argent notée simplement comme règlement. 5 000 francs, une somme importante pour l'époque, mais aucune indication sur à qui cet argent avait été payé ou pourquoi. 5 000 francs en 1962, c'était l'équivalent de plusieurs mois de revenus pour une famille comme les Fontaine. Ce n'était pas le genre de somme qu'on dépensait à la légère. Et le fait que Colette, habituellement si méticuleuse dans ses comptes, n'ait pas précisé l'objet de cette dépense était en soi suspect. Laurent Dumas commença à explorer une nouvelle hypothèse. Et si les Fontaine avaient été impliqués dans quelque chose qu'ils n'auraient pas dû? Et si ce règlement était un paiement lié à quelque chose d'illégal ou de compromettant? Et si quelqu'un avait décidé qu'ils en savaient trop? La question restait « qui ?» Qui dans le petit village tranquille de Saint-Laguerre aurait pu avoir les ressources, le motif et la cruauté nécessaires pour tuer toute une famille et cacher leur corps de cette manière? L'enquête piétinait depuis plusieurs semaines quand Laurent Dumas reçut un appel inattendu un jeudi matin de novembre 1992. C'était Simone Blanchard, la sœur de Colette, qui appelait de Clermont-Ferrand. Sa voix tremblait au téléphone. « Capitaine, j'ai trouvé quelque chose, » dit-elle. Des lettres que Colette m'avait envoyées en 1962. Je ne les avais pas relues depuis des années, mais avec tout ce qui s'est passé, j'ai eu envie de les retrouver. Il y a quelque chose dedans que vous devez voir. Dumas prit le premier train pour Clermont-Ferrand le lendemain matin. Simone l'attendait dans son petit appartement, une pile de lettres jaunies posée sur la table de la cuisine. Elle était âgée de 70 ans maintenant, une femme fragile qui avait survécu à sa sœur de près de 3 décennies sans jamais savoir ce qui lui était arrivé. « Jusqu'à maintenant, Colette et moi n'étions pas très proches, » expliqua Simone en versant du café. « Nos vies étaient trop différentes, elle dans ses vignes, moi en ville, mais on s'écrivait de temps en temps, 2 ou 3 fois par an. Regardez celle-ci. » Elle tendit une lettre datée du 15 août 1962, un mois avant la disparition. L'écriture de Colette était soignée et élégante. Les premières lignes parlaient de banalité, des vendanges qui approchaient, de la croissance des enfants. Mais vers le milieu de la lettre, le ton changeait. « Marcel est très préoccupé ces derniers temps, » écrivait Colette. « Il a découvert quelque chose qui le trouble profondément. Cela concerne la propriété. Des papiers qu'il a trouvés dans les affaires de son père. Il hésite à en parler, même à moi. Hier soir, il a finalement mentionné qu'il devait régler une vieille dette, une dette que son père aurait contractée et jamais remboursée. Je ne comprends pas tout, mais Marcel semble avoir peur que si cette dette n'est pas réglée maintenant, cela pourrait nous causer de graves problèmes. Il parle même de tout perdre. » Laurent Dumas relut la lettre 3 fois. Une vieille dette. Les 5 000 francs payés en août, le problème à régler mentionné dans les carnets de Marcel. Les pièces commençaient à s'assembler, mais le puzzle n'était pas encore complet. « Avez-vous une idée de ce que pouvait être cette dette ?» demanda-t-il à Simone. Elle secoua la tête. Colette n'en a jamais reparlé dans ses lettres suivantes. La dernière que j'ai reçue d'elle date du début septembre. Elle y disait que Marcel avait réglé le problème, qu'il pouvait maintenant se concentrer sur les vendanges. Elle semblait soulagée. De retour à Villefranche-sur-Saône, Dumas plongea dans les archives municipales et départementales. Il cherchait des informations sur Antoine Fontaine, le père de Marcel, décédé en 1953. Antoine avait acheté des parcelles supplémentaires de vignes dans les années 30 et 40. D'où venait l'argent pour ces achats? Les registres fonciers montraient les transactions, mais pas leur contexte. C'est en cherchant dans les archives de la période de la guerre que Dumas tomba sur quelque chose d'intéressant. Un rapport de gendarmerie datant de 1944 pendant l'occupation. Antoine Fontaine avait été brièvement interrogé suite à des accusations de marché noir. Rien n'avait été prouvé, et il n'avait jamais été inculpé.
Mais le rapport mentionnait qu'Antoine avait vendu des quantités importantes de vin à des acheteurs non identifiés pendant la guerre, alors que tout était rationné et contrôlé. Le marché noir pendant l'occupation. De l'argent gagné illégalement. De l'argent qui aurait pu provenir de sources compromettantes. Et si quelqu'un, des années plus tard, était revenu réclamer sa part? Ou pire, et si cet argent avait été emprunté à des gens dangereux, des collaborateurs ou des résistants, des gens qui n'oubliaient jamais? Dumas contacta un historien local spécialisé dans la période de l'occupation dans le Beaujolais. Le professeur Michel Arnaud, enseignant retraité de l'Université de Lyon, accepta de l'aider. Ensemble, ils examinèrent les archives de la période, cherchant des connexions entre Antoine Fontaine et d'autres personnes impliquées dans le marché noir ou dans des activités liées à la guerre. Ce qu'ils découvrirent fut troublant. En 1943, Antoine Fontaine avait fait des affaires avec un homme nommé Georges Davot, un négociant en vin de Lyon qui avait des liens connus avec les autorités d'occupation. Davot avait acheté de grandes quantités de vin des Fontaines à des prix bien supérieurs au marché officiel. Cet argent avait permis à Antoine d'acheter plusieurs parcelles de vignes en 1944 et 1945. Mais Georges Davot avait été arrêté à la Libération, accusé de collaboration économique avec l'ennemi. Il avait été emprisonné pendant 2 ans, puis relâché en 1947. Après sa sortie de prison, il avait disparu de la circulation pendant plusieurs années. Les archives indiquaient qu'il était réapparu à Lyon en 1956, mais il n'était plus dans le commerce du vin. Il travaillait maintenant comme comptable pour diverses entreprises. Laurent Dumas chercha Georges Davot. Il était décédé en 1975, 13 ans après les meurtres, mais il avait eu un fils qui aurait maintenant environ 55 ans. Il fallut 2 semaines pour le retrouver. François Davot vivait dans une petite ville près de Mâcon, à seulement 20 km de Saint-Laguerre. Il travaillait comme représentant commercial pour une entreprise de fournitures agricoles. Un homme ordinaire, apparemment sans histoire. Quand les gendarmes vinrent le chercher un mardi matin de décembre 1992, François Davot ouvrit la porte de sa maison avec un sourire qui s'évanouit immédiatement en voyant les uniformes. Il ne résista pas. Il sembla presque soulagé. Dans la salle d'interrogatoire à Villefranche-sur-Saône, face à Laurent Dumas et à un procureur, François Davot resta silencieux pendant les 10 premières minutes. Puis, soudainement, il commença à parler. Et une fois qu'il eut commencé, les mots coulèrent comme s'il avait attendu 30 ans pour pouvoir enfin raconter son histoire. « Mon père est mort amer et brisé, » dit François, sa voix monocorde. Tout ce qu'il avait construit avant la guerre, détruit, sa réputation ruinée, sa famille dans la honte. Et tout ça à cause de quoi? D'avoir essayé de survivre pendant la guerre, d'avoir fait du commerce. Oui, il a vendu du vin aux Allemands et à leurs collaborateurs, mais beaucoup l'ont fait. Il n'a jamais dénoncé personne. Il n'a jamais fait de mal à personne. Pourtant, ils l'ont jeté en prison comme un criminel. Il s'arrêta, regarda ses mains. Avant de mourir en 1975, mon père m'a tout raconté. Comment il avait aidé Antoine Fontaine pendant la guerre. Comment il lui avait avancé de l'argent, beaucoup d'argent, pour qu'Antoine puisse acheter ses parcelles de vignes. C'était un prêt avec intérêt, mais Antoine n'a jamais remboursé. Quand mon père est sorti de prison, ruiné, il est allé voir Antoine pour réclamer son argent. Antoine a refusé. Il a dit que c'était de l'argent sale, qu'il ne devait rien à un collaborateur. François leva les yeux vers Dumas. Mon père a vécu dans la pauvreté pendant des années à cause de ça. Et les Fontaines, eux, prospéraient sur leurs belles vignes, achetées avec l'argent de mon père. J'ai regardé ça pendant des années. J'ai regardé mon père se consumer de rage et d'amertume. Quand il est mort, je me suis juré que justice serait faite. En 1962, je travaillais déjà dans le secteur agricole. Je connaissais la région. Je savais où vivaient les Fontaines. En août, je suis allé les voir. J'ai montré à Marcel les documents que mon père avait gardés. Des reconnaissances de dettes signées par Antoine, des preuves que l'argent avait bien été prêté. Je lui ai dit qu'il devait rembourser.
Avec les intérêts accumulés sur près de 20 ans, ça faisait une somme énorme. Marcel a paniqué. Il a dit qu'il ne pouvait pas payer autant, que ça le ruinerait. François marqua une pause, sa mâchoire se serrant. Nous avons négocié. Il m'a donné 5000 francs comme premier versement. Nous avons convenu qu'il me paierait le reste en plusieurs fois. Mais en septembre, quand je suis revenu chercher le deuxième versement, Marcel m'a dit qu'il avait réfléchi, qu'il avait consulté un avocat, que ses dettes datant de l'occupation n'avaient aucune valeur légale, qu'il ne paierait plus rien. Sa voix devint plus dure. J'ai perdu mon calme. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas faire ça, que mon père avait ruiné sa vie pour cet argent. Nous nous sommes disputés, violemment. C'était le soir du 18 septembre. J'étais allé le voir après que les ouvriers soient partis. Nous étions dans la cave. Marcel me tournait le dos, s'occupait d'une cuve. J'ai vu une barre de fer appuyée contre le mur, et j'ai perdu la tête. Je l'ai frappé, fort, il s'est effondré. François ferma les yeux, comme s'il revivait la scène. J'ai paniqué, je ne voulais pas le tuer, c'était un accident, mais il était mort. Et puis Julien est arrivé, il avait entendu le bruit, il m'a vu debout, au-dessus de son père, il a crié, j'ai dû le faire taire, je l'ai frappé aussi. Les larmes coulaient maintenant sur le visage de François. Ensuite, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais en état de choc. Je ne pouvais pas laisser de témoins. J'ai été dans la maison. Colette était dans la cuisine. Margot faisait ses devoirs dans le salon. Je les ai tuées aussi, toutes les deux, pour qu'il n'y ait personne pour raconter ce qui s'était passé. Et ensuite, demanda doucement Dumas, bien qu'il connaisse déjà la réponse. J'ai transporté les corps dans la cave, un par un. J'ai trouvé un grand tonneau vide, je les ai mis dedans. J'ai rempli le tonneau avec du vin pris dans une des cuves. J'ai scellé le tonneau. Je l'ai poussé dans le coin le plus sombre, derrière des étagères. Et puis je suis parti. Je pensais qu'on les chercherait, mais qu'on ne penserait jamais à regarder dans un tonneau scellé. J'avais raison. Pendant 30 ans, j'avais raison. Il regarda Dumas directement. Je n'ai pas passé un seul jour sans y penser. Pas un seul jour sans voir leur visage. Margot surtout. Elle n'avait que 13 ans. Elle n'avait rien fait. Aucun d'entre eux ne méritait de mourir. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Je ne pouvais qu'essayer de continuer à vivre avec ce que j'avais fait. Le procès de François Davot commença en juin 1993, 8 mois après la découverte des corps. Toute la France suivit l'affaire. L'homme qui avait tué une famille entière à cause d'une dette remontant à l'occupation. L'homme qui avait réussi à dissimuler son crime pendant 30 ans, à vivre une vie apparemment normale, à élever sa propre famille, tout en portant le poids de 4 meurtres. La défense de François tenta de plaider les circonstances atténuantes. Le premier meurtre, celui de Marcel, pouvait être considéré comme un acte impulsif dans le feu d'une dispute. Mais les 3 autres meurtres, surtout celui de Margot, une enfant innocente, rendaient toute clémence impossible. Le procureur demanda la peine maximale. La Cour condamna François Davot à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans. Pour les rares personnes qui avaient connu les Fontaines et qui étaient encore en vie, le procès apporta un mélange de clôture et de douleur renouvelée. Savoir ce qui s'était passé répondait enfin à 30 ans de questions. Mais cela rendait aussi la perte plus concrète, plus horrible. Les Fontaines n'avaient pas disparu mystérieusement, ils n'avaient pas choisi de partir. Ils avaient été brutalement assassinés dans leur propre maison par un homme obsédé par une dette dont ils n'étaient même pas directement responsables. Marthe Valentin, la veuve d'Henri, témoigna lors du procès. Elle parla de l'impact que la disparition avait eu sur son mari, comment il n'avait jamais cessé de chercher des réponses, comment il était mort sans jamais savoir ce qui était arrivé à son meilleur ami. Si Henri avait su, dit-elle à la barre, sa voix brisée par l'émotion, si Henri avait su que Marcel et sa famille étaient dans cette cave tout ce temps, à quelques mètres de notre maison, je pense que ça l'aurait détruit encore plus que de ne pas savoir. Simone Blanchard, maintenant la dernière survivante de la famille proche des Fontaines, assista à chaque jour du procès. Quand la sentence fut prononcée, elle ne montra aucune satisfaction.
seulement une profonde tristesse. « Ma sœur et sa famille ne reviendront pas », dit-elle aux journalistes sur les marches du tribunal. Savoir ce qui s'est passé ne les ramène pas. Mais au moins, maintenant, ils peuvent enfin reposer en paix. Les corps des 4 Fontaine furent inhumés au cimetière de Saint-Laguerre en septembre 1993, exactement 31 ans après leur mort. La cérémonie réunit des centaines de personnes, non seulement du village, mais de toute la région. Pour beaucoup, c'était une façon de clore un chapitre douloureux de l'histoire locale. Les 4 cercueils furent placés côte à côte dans le caveau familial où reposaient déjà les parents et grands-parents de Marcel. L'ancienne propriété des Fontaine ne fut jamais rénovée. Après le procès, plus personne ne voulait y habiter ou y investir. La maison et la cave furent finalement démolies en 1995. Les vignes, revenues à l'état sauvage, furent rachetées par une coopérative viticole qui les replanta et les intégra à un domaine plus grand. Aujourd'hui, ces vignes produisent à nouveau du Beaujolais, mais peu de gens qui dégustent ce vin connaissent l'histoire tragique du terrain d'où il provient. L'inspecteur Yves Mercier mourut en 1996, 3 ans après le procès. Dans ses derniers jours, il confia à sa famille que savoir enfin ce qui était arrivé aux Fontaine lui avait apporté une certaine paix, même si c'était une paix amère. Il avait fait de son mieux en 1962 avec les moyens disponibles à l'époque. Personne ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir pensé à ouvrir un tonneau scellé qui ressemblait à n'importe quel tonneau de vin en cours de vieillissement. Le capitaine Laurent Dumas continua sa carrière dans la gendarmerie, mais l'affaire Fontaine resta toujours celle dont il était le plus fier d'avoir résolu et celle qui le hantait le plus. 30 ans de souffrance pour les proches, 30 ans d'incertitude, tout ça à cause d'une querelle d'argent remontant aux heures les plus sombres de l'histoire française. Dans un rapport qu'il rédigea après le procès, il écrivit « Cette affaire nous rappelle comment les blessures du passé, si elles ne sont pas guéries, peuvent empoisonner le présent et détruire l'avenir. » François Davot purge toujours sa peine. Il a maintenant 75 ans. En prison, il a suivi une thérapie, tenté de comprendre comment il avait pu commettre des actes aussi horribles. Sa propre famille, sa femme et ses 2 enfants qui ignoraient tout de ses crimes, l'ont renié après son arrestation. Il vit avec la conscience que non seulement il a détruit la famille Fontaine, mais aussi la sienne propre. L'histoire de la famille Fontaine et du tonneau scellé est devenue une sorte de légende tragique dans le Beaujolais. Elle est racontée comme un avertissement sur les dangers de laisser les rancœurs du passé contaminer le présent, sur comment une dette d'honneur peut se transformer en obsession meurtrière, sur la façon dont des secrets peuvent rester cachés pendant des décennies avant de refaire surface de la manière la plus inattendue. À Saint-Laguerre, il y a maintenant une petite plaque commémorative sur le mur de la mairie, dédiée à la mémoire de Marcel, Colette, Julien et Margot Fontaine. Elle porte simplement leur nom, leur date de naissance et de décès, et une inscription « En mémoire d'une famille disparue, retrouvée après 30 ans. Que leur repos soit enfin paisible. » Les vignes du Beaujolais continuent de produire leur vin chaque année, suivant le rythme immuable des saisons. Les familles de vignerons travaillent toujours la terre, vendangent en septembre comme ils l'ont fait pendant des siècles. Mais dans la région, il y a maintenant une conscience plus aiguë de la fragilité de la vie, de la façon dont tout peut basculer en un instant, et de l'importance de laisser le passé là où il appartient. Le tonneau qui contenait les corps des Fontaine n'existe plus. Il fut détruit après le procès, brûlé comme pièce à conviction dont plus personne ne voulait garder trace. Mais son souvenir demeure, un rappel macabre que parfois, les secrets les mieux gardés sont ceux qui sont cachés à la vue de tous, attendant simplement le bon moment pour être révélés. Cette histoire nous montre comment les traumatismes non résolus du passé, qu'ils soient personnels ou historiques, peuvent ressurgir des décennies plus tard avec des conséquences dévastatrices. Elle nous rappelle aussi que la justice, même tardive, peut apporter une forme de clôture, permettant aux vivants de faire leur deuil et aux morts de reposer enfin en paix. Mais surtout, elle nous enseigne que la vengeance, même quand elle semble justifiée, ne fait que perpétuer le cycle de la souffrance, créant de nouvelles victimes innocentes
et laissant des cicatrices qui ne guérissent jamais vraiment. Qu'en pensez-vous de cette histoire? Avez-vous pu percevoir les signes tout au long de la narration? Partagez vos théories dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi à des cas comme celui-ci.